sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. À la Commission européenne à Bruxelles, nous recevons cette semaine Julian King qui se présente lui-même comme le dernier commissaire britannique avant le Brexit. Bonjour Julian King, vous êtes donc diplomate de carrière. Vous êtes devenu à travers votre parcours un véritable citoyen européen, diplômé de l'ENA, l'école française de la haute administration. Vous avez effectué votre stage de fin d'études dans le Gers, dans le sud-ouest, et vous avez acheté une maison avec votre épouse de nationalité danoise. Vous avez fait donc une grande carrière à Bruxelles auprès des commissaires britanniques et puis récemment, à peine nommé ambassadeur en France, où vous avez pris vos fonctions au mois de février, eh bien vous voilà rappelé à Bruxelles pour remplacer Jonathan Hill, le commissaire qui a préféré démissionner après le vote du Brexit. Et vous avez hérité d'un mandat tout à fait inédit. Vous êtes en charge de la sécurité. Alors c'est vrai qu'après les attentats de Paris et de Bruxelles, particulièrement sanglants, tragiques, meurtriers, votre poste a été créé. Vous êtes chargé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Et à la veille de ces fêtes de fin d'année, est-ce que vous estimez qu'il y a toujours une menace terroriste sur l'Europe ? Mais oui, malheureusement, cette menace existe et persiste. Ça fait quelques semaines que nous avons commémoré les attentats du 13 novembre et ces attaques dévastatrices qui ont choqué toute la France et toute l'Europe, en effet, nous a motivés de renforcer notre effort contre le terrorisme. Et c'est en partie pour cela que ce poste a été créé. Alors, l'Europe, elle a découvert qu'elle pouvait être victime du terrorisme et elle a beaucoup de mal à mettre en œuvre une riposte pour essayer d'empêcher que ces attentats surviennent. Et la semaine dernière, le Parlement et la Commission se sont mis d'accord sur une directive de lutte contre le terrorisme. Quelle est la mesure phare? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dispositif? Nous sommes en train de réduire l'espace dans lequel les terroristes et les criminels peuvent agir avec, par exemple, cette directive qui va pénaliser les allers-retours en Syrie et en Irak. C'était déjà le cas en France et au Royaume-Uni. On appliquait... C'était le cas dans plusieurs pays, mais pas dans tous. Alors comme ça, on va avoir la même approche partout en Europe. Ça, c'est un des avantages qu'on peut avoir avec ce type de dispositif. Mais ce n'est pas le seul moyen d'agir que nous poursuivons au niveau européen. Parce qu'en même temps, nous ferons plus pour réduire la possibilité que certains de nos concitoyens soient radicalisés ou se radicalisent. Troisièmement, nous faisons plus aussi pour renforcer notre capacité à résister à ces attaques, parce que malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Sur la radicalisation et la déradicalisation, est-ce que la solution est vraiment sécuritaire? On s'aperçoit en France que c'est très difficile de déradicaliser. Ah non, c'est pas du tout une approche sécuritaire ou uniquement sécuritaire. C'est une approche beaucoup plus globale. Et il faut agir contre la radicalisation dans la communauté, mais aussi en ligne. Alors, nous travaillons avec les grandes entreprises du net, comme Facebook, Google et autres. Et en effet, nous avons eu une réunion avec toutes ces grandes entreprises il y a quelques jours ici à Bruxelles pour renforcer nos efforts d'identifier et puis de retirer les contenus liés avec le terrorisme sur le net. Mais c'est un travail énorme. Nous avons des succès. Nous avons identifié plus de 20 000 contenus terroristes ces derniers mois et dans 9 cas sur 10, on les a retirés. Mais il y a des
des centaines de milliers. Alors il faut quand même travailler à l'échelle avec les entreprises concernées. Alors vous insistez aussi, depuis votre entrée en fonction, sur la sécurisation des frontières de l'espace Schengen, même si votre pays n'appartient pas à l'espace Schengen. C'est utile pour nous tous. Alors à l'avenir, les ressortissants des pays tiers devront remplir un questionnaire payant 5 € pour entrer en Europe, même s'ils sont dispensés de visa. Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi faire? Vous parlez là d'un système que nous allons mettre en marche d'ici quelques années. C'est le même système qu'on trouve déjà, que vos auditeurs connaissent déjà pour les États-Unis. C'est-à-dire, si on est un État tiers dispensé d'un visa, évidemment, si on a besoin d'un visa, on aura rempli le visa. Mais si on est dispensé de visa, il suffit de passer quelques minutes sur l'ordinateur ou à remplir un formulaire avec les détails de votre voyage. Et dans notre cas, de payer 5 €, qui est moins que dans le cas des États-Unis, pour avoir le droit de voyager sans limite pendant 5 ans. Julian King, vous avez évoqué les dangers de l'Internet. Les cyberattaques deviennent un phénomène préoccupant dans le monde entier. Un rapport de la CIA estime que la Russie a cherché par ce biais à faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche. Reportage. La pression s'accentue sur Moscou. Quel rôle a précisément joué la Russie dans l'élection présidentielle? La Maison-Blanche veut des réponses. Ce lundi, elle a officiellement appuyé la démarche du Congrès. Nous avons de longue date apporté notre soutien au principe d'un examen de cette question par le Congrès. Il y a eu une réelle coopération entre les services de renseignement, les autres agences de sécurité nationale et les membres des deux partis au Congrès, à la fois avant et après l'élection. D'après le Washington Post, qui cite une évaluation de la CIA, la série de cyberattaques que Moscou est accusé d'avoir menées aurait aidé Donald Trump à battre Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine. Chez les démocrates, mais également au sein du Parti républicain, des voix se sont élevées pour réclamer l'ouverture d'une enquête parlementaire. Un appel entendu par le président de la Chambre des représentants et le chef de la majorité du Sénat, tous deux républicains. Mitch McConnell l'a affirmé, les Russes ne sont pas les amis des États-Unis. Toute intrusion étrangère dans les mesures de cybersécurité est inquiétante. Je condamne fermement ces tentatives. Le président élu, lui, continue de rejeter les conclusions de la CIA. Donald Trump les a même qualifiées de ridicules. De son côté, Moscou parle d'accusations gratuites, non professionnelles, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, des cyberattaques de la part des Russes, eh bien, on les craint particulièrement aussi en Allemagne. Est-ce que l'Europe tout entière est exposée à cette menace ? Cette menace existe aussi, malheureusement. Menace des attaques informatiques ou, comme on dit, spécifiquement en provenance de Russie. Permettez-moi un peu de prudence quand même sur les questions d'attribution. Mais les attaques existent et on a déjà subi ce genre d'attaque ici en Europe. Vos confrères de TV5 Monde, il y a quelques années. En Allemagne, le Bundestag et aussi le parti chrétien-démocrate. Ici à Bruxelles, le Parlement européen. C'était la CIA, là, en l'occurrence, qui a mis sur écoute toutes les institutions. Et Angela Merkel comprise. Ça avait l'air d'une autre espèce d'attaque. On parle là des hackers, comme on dit en bon français, qui agissent de près ou de loin liés avec les États tiers et qui ciblent les institutions pour créer éventuellement un doute sur le fonctionnement de nos institutions. Mais justement, il y a des États derrière. Il faut en parler parce que ces attaques fonctionnent dans l'ombre. Alors, il faut absolument mettre en lumière ce genre d'attaque, il faut en parler pour que tout le monde soit conscient
du risque. Alors pour ce piratage, le Parlement européen a pointé du doigt, d'une part la Russie, d'autre part Daesh, avec un risque particulier sur 2 grosses élections, en Allemagne, on l'a dit cette année, puis en France et aux Pays-Bas, où on sait bien que ça pourrait faire le jeu, effectivement, de partis anti-système, anti-européens. C'est pour cela qu'on en parle maintenant. Comme vous avez vu, les chefs des services de renseignement en Allemagne ont déjà évoqué le risque de ce genre d'attaque et on en parle aujourd'hui avec vous. L'Europe, elle cherche aussi à interdire la possession d'armes à feu, considérées comme des armes de guerre, des armes qui ont été utilisées dans les attaques menées à Paris, à Bruxelles, par exemple. Et finalement, on se rend compte que ça n'est pas seulement un problème américain, que la résistance sur le chapitre des armes à feu, non, beaucoup de pays résistent, l'Allemagne par exemple, les Pays-Bas. D'où viennent tous ces blocages ? Bon, d'abord, il faut dire que nous avons beaucoup renforcé nos efforts contre les passeurs et les réseaux d'armes illégales. Après, il faut aussi renforcer l'encadrement des armes à feu légales, parce que justement, comme vous venez de dire, on les a utilisées malheureusement dans des attentats que nous avons vécus ici en Europe. Alors peut-être nous sommes mal exprimés avec cette directive que nous sommes en train de négocier. Il n'y a rien là-dedans qui va poser les problèmes pour les chasseurs, pour les tireurs, les sportifs, ni pour les réservistes dans quelques-uns de nos pays. On peut très bien avoir les dispositifs pour ces gens-là et en même temps en limitant la circulation des kalachnikovs, qui ce sont les armes lourdes militaires. Comme le président Juncker a dit à plusieurs reprises, on n'a pas créé le marché unique pour que les kalachnikovs circulent librement. On n'a pas besoin de cela. Vous reconnaissez qu'il y a eu un lobbying intense à la fois des fabricants, parce qu'il y a des fabricants d'armes dans l'Union européenne, oui. et en effet, vous le dites, des chasseurs et autres tireurs. C'est pour ça que je me forcerai à mieux expliquer qu'on ne vise absolument pas ni les chasseurs, ni les sportifs, ni les réservistes. Alors, dans quelques mois, vous commencez ces négociations du Brexit. Et pas moi personnellement. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous en parlez tout de même, parce que vous répétez à l'envi que votre domaine, celui de la sécurité, celui de la défense, eh bien, il sera le moins touché par la séparation. Est-ce que ça veut dire que le Royaume-Uni va poursuivre toutes les missions communes menées avec l'Union européenne, notamment Europol? Je ne sais pas si j'aurais dit exactement cela, sauf si vous avez des citations, parce que je ne me mêle pas directement des négociations. Je vais m'occuper de ce boulot que le président Juncker m'a confié, c'est-à-dire de renforcer notre union de la sécurité. C'est vrai que dans ce domaine-là, dans le combat contre les menaces que nous venons d'évoquer, aussi bien terroristes que les menaces de cyberattaque, c'est une lutte que nous menons ensemble. Et j'espère qu'à l'avenir, même après les négociations, que c'est quelque chose que nous allons continuer à mener ensemble. Parce que, par exemple, les terroristes de Daesh, eux, ils ne font pas de distinction entre un pays membre de Schengen ou même un pays membre de l'Union européenne. Eux, ils visent notre mode de vie. Et c'est pour cela que nous devons mener ce combat ensemble. Alors, justement, dans ce travail d'équipe, parlez-nous-en un peu. Votre bureau est dans le même bâtiment que celui de Michel Barnier, le Français donc chargé de négocier le divorce entre l'Union européenne et votre pays. Et il a été très ferme, il refusera une Europe à la carte pour les Britanniques. Est-ce que vous lui faites confiance pour faire ce boulot? Mais surtout, c'est le président Juncker qui a confié ce travail et évidemment, toute la Commission lui fait confiance. Je le croise souvent dans les aéroports parce qu'il voyage beaucoup en ce moment.
Avec toutes les procédures en cours dans votre pays pour annuler le Brexit, certains analystes estiment encore qu'il n'aura pas lieu. Vous y croyez ? Moi, j'attends d'être le dernier commissaire britannique ou d'origine britannique, si ça vous va comme réponse. Donc vous allez éteindre la lumière. Ça vous fait quelle impression, l'idée d'être le dernier à siéger ici ? D'abord, j'ai un travail à faire, et c'est ça que je m'attacherai à faire pendant les 2 années et demie à venir. J'espère que le Royaume-Uni aura, dans tout cas possible, les liens très forts avec les pays voisins. Après tout, Londres restera à 2 heures de train de Bruxelles, à peine plus de Paris. Il y aura plein de choses à faire ensemble pendant les 2 années et demie devant nous et après. On voit déjà que certains de vos compatriotes britanniques se ruent sur les ambassades européennes, essaient d'avoir un passeport européen ou ont envie de rester des citoyens européens. C'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent dans les institutions européennes. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est prévu pour les fonctionnaires d'origine britannique à l'intérieur de la Commission. Le président Juncker a déjà dit que ce sont d'abord les fonctionnaires européens. Pour la suite, on verra. Personnellement, je garderai mes racines dans le sud-ouest de la France. C'est un pays très cher à moi et à ma femme, mais je garderai aussi mon passeport britannique. Vous avez demandé la nationalité française ? Je suis très fier d'être européen et britannique, avec un passeport britannique. Merci à vous, Julian King, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur RFI. À très bientôt à tous.